Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode des Chroniques du Touche, publié en près de 2 ans. C'est officiel, le podcast se relance grâce à tout un collectif d'étudiants et de membres du personnel motivés. On espère que ce qu'on prévoit pour les prochains mois vous plaira. Surtout, n'hésitez pas d'ici là à nous suivre sur Instagram et Facebook pour être sûr de ne rien manquer. Cet épisode, il est un peu particulier car il a été enregistré en mai 2023 mais n'a jamais vu le jour. Comme il est encore d'actualité, nous avons décidé de le programmer quand même. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi bientôt le droit à du contenu original et inédit. En attendant, on vous laisse avec l'épisode, en espérant qu'il vous plaira. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, Avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à tous, je sais pas quand cet épisode sortira, mais nous sommes le 26 mai 2023 et pour une fois je suis tout seul à réaliser l'entretien. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir dans les Chroniques du Touche le docteur Sophie Molia. Sophie, bonjour. Bonjour. Tu es vétérinaire socio-épidémiologiste spécialisé en santé animale des régions tropicales, j'ai juste là-dessus. Tu es basé au CIRAD à Montpellier. C'est ça. Un article du Point Vétérinaire en 2007 te donnait le surnom d'oiseau voyageur. Ouais, Je l'ai c'était trouvé Camille. sur Google. Voilà. Et pour cause, tu as mené des activités de recherche dans de nombreux pays aux 4 coins du monde. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours depuis que tu es sorti de l'école en 1998 ? D'accord. Donc, déjà, il faut savoir que moi, quand j'ai fait vétérinaire, en fait, c'était pour voyager. Donc, c'était assez clair pendant mes études que j'allais pas travailler en clientèle. Et je partais plutôt pour un profil recherche avec plusieurs choses qui m'intéressaient, mais avec une très grosse valence, on va dire, vers les pays du Sud. Et j'ai eu la chance à l'époque de détraîner ce qui était un diplôme qui s'appelait le CEAV, de pathologie tropicale. Et donc quand j'ai fini l'école en 98, j'ai commencé donc par le CEAV qui durait 1 an et qui après j'ai complété par 2 autres années, donc encore quelques cours et surtout 1 an et demi de stage pour faire un DESV, donc diplôme d'études spécialisées vétérinaires en pathotrope. Ça, c'est des parcours qui existent encore ? Je pense plus. Okay. Le CEAV, en gros, est devenu maintenant ce qui est le GISMAT. D'accord. Donc, ça a été masterisé. Et donc, c'est des diplômes qui sont un peu plus faciles à vendre au niveau international que ce qui était à l'époque des diplômes très franco-français, en fait. D'accord. Voilà, donc j'ai fait 3 ans ce DESV en pathotrope, dans le cadre duquel j'ai pu travailler effectivement au Sri Lanka pendant 6 mois et au Cambodge pendant 1 an, à l'Institut Pasteur. Et donc quand j'ai fini, j'ai eu envie de continuer à travailler en santé de la faune sauvage et en épidémiologie. Et du coup, je suis partie aux États-Unis à l'époque. Donc, le choix des États-Unis, c'était plutôt pour des raisons personnelles. Mais du coup, voilà, j'ai travaillé un petit peu là-bas, dans des zoos. Et j'ai fait un master en épidémio qui était formidable à l'université de Davis en Californie. Suite à ce master, j'ai été recrutée au CIRAD en 2004. Et donc, j'ai commencé à travailler en tant que vétérinaire épidémiologiste au CIRAD. Et donc, à cette époque, on pouvait rentrer au CIRAD et faire de la recherche sans avoir de thèse. Donc, j'ai fait ma thèse pendant que j'étais au CIRAD, donc toujours en épidémio, au Royal Vet College de Londres. Donc, on pouvait faire à distance tout en travaillant. Donc tu étais quand même basée à Montpellier quand tu as fait cette thèse ? Oui, enfin j'étais basée au Mali à l'époque. Et j'allais à Londres 1 semaine par an pour passer les examens obligatoires et rencontrer mon superviseur. Voilà, et donc j'ai travaillé en épidémiologie, on va dire, pendant une grosse vingtaine d'années, toujours pour le CIRAD. Et au bout d'un moment, on ne va pas dire que j'avais fait le tour, mais disons qu'il y a certains aspects du travail qui ont commencé à m'interpeller, notamment le fait qu'on faisait pour les pays du Sud donc des
des études pour identifier les facteurs de risque, essayer d'améliorer les techniques de surveillance, mais que nos préconisations n'étaient pas forcément suivies sur le terrain. Et du coup, j'ai commencé à m'interroger un peu sur comment faire pour que les gens écoutent ce qu'on avait à leur dire ou les mettent en application. Et j'avais la chance à l'époque de travailler, donc j'étais basée à l'Institut Pasteur de Madagascar. Et donc dans cet institut, il y avait une unité d'anthropologues qui avait été montée par le directeur de l'époque, Christophe Rogier. Et donc j'ai commencé à voir un petit peu leurs travaux et j'ai trouvé ça juste phénoménal. Donc ils travaillaient plutôt sur les pathologies humaines. Donc par exemple, pourquoi est-ce que les gens n'utilisaient pas des moustiquaires, quels étaient les freins au suivi de grossesse, donc plus centré sur la santé humaine. Mais j'ai vraiment été très, très enthousiasmée par ces travaux. Donc c'est à ce moment-là que tu fais le shift vers quelque chose de plus appliqué à la santé humaine. Sciences humaines, donc j'ai commencé à m'intéresser et donc dans notre unité, on avait la chance d'avoir une anthropologue, mon unité de recherche, mais on avait assez peu d'autres valences sur les sciences humaines et sociales. Et donc j'ai proposé au CIRAD de faire, dans le cadre de la formation continue, de faire un master en sociologie, puisqu'on n'avait pas de sociologue dans l'unité. Et c'est comme ça que donc, j'ai fait un master en plus en sociologie qui me permet maintenant d'orienter mes questions de recherche un peu plus sur des aspects de compréhension, de déterminants, des actions des gens en matière sanitaire, quelles sont aussi toutes les tensions de pouvoir entre différentes institutions sanitaires, etc. Voilà. Ok, un parcours très riche. Il y a un cliché à propos des écoles que j'ai trouvé dans des thèses vétérinaires du début du siècle. Lyon formerait des praticiens, Alfort des politiciens et Toulouse des scientifiques. Je ne sais pas si c'est un cliché qui te dit quelque chose ou pas. Non, à l'époque, pour moi, les clichés, c'était plutôt Nantes, tout ce qui était bateau aquatique et porcine. Lyon, la santé, on va dire, Idahoa. Paris, les chiens, les chats et chevaux. Et Toulouse pour les animaux de rente et la pathotrope. Ok. Donc est-ce que tu penses quand même qu'il y a une part de vérité là-dedans et que le NVT a impacté en particulier ton orientation et tes choix de carrière ? Est-ce que tu aurais fait la même chose ? Est-ce que tu as choisi même Toulouse pour ça à la base ou... Non, j'ai pas choisi Toulouse pour ça. C'était plus une question de proximité avec la région d'où je viens. C'est possible, c'est difficile à dire a posteriori, que le fait qu'il y ait eu ce diplôme qui se montait, et à l'époque, donc, il y avait le professeur Chantal qui était impliqué, qui était un enseignant que j'aimais beaucoup. C'est aussi beaucoup par le biais de rencontres que les carrières se font. Donc, est-ce que si j'avais été à Nantes, je serais partie en pathotrope, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait qu'il y ait eu ce diplôme disponible à Toulouse, on va dire que la liaison s'est faite assez facilement. Tu as passé près de 20 ans à parcourir le monde, ce qui peut être un idéal de vie pour de nombreuses étudiantes et étudiants actuels. Moi-même, en tant qu'inspecteur de santé publique vétérinaire, je risque d'être amené à être mobile, ne serait-ce que sur le territoire français. Et je trouve que ça nécessite déjà un certain nombre de sacrifices, d'organisation envers la vie personnelle et tes relations. J'aimerais savoir comment tu as réussi à concilier la vie privée et la vie professionnelle avec cette mobilité extraordinaire que tu as eue. Alors, je ne cache pas que ça n'a pas toujours été facile, mais disons que dans mes premières années de travail, la question ne se posait pas parce que le travail était tellement passionnant en fait que le projet de fonder un foyer, etc., était encore assez lointain. Mais une fois que j'ai eu des partenaires, des projets d'enfants, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça s'est mal passé. Voilà, et je pense que je vois actuellement au CIRAD où on est un organisme qui a vocation à faire des travaux au sud et où on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui soient prêts à partir d'expatriation parce que cette contrainte de mobilité est très difficile à concilier avec les intérêts professionnels des conjoints. Donc ça devient un vrai problème je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres instituts de recherche tropicaux comme l'IRD par exemple. En tout cas au CIRAD, c'est le cas. Ça l'est plus maintenant que ça l'était il y a 10 ans ? Oui, parce que le profil, on va dire, des chercheurs a évolué. Je vais faire un gros cliché moi aussi. On va dire qu'il y a 30 ans au CIRAD, les chercheurs c'était des hommes et que les femmes suivaient, faisaient 3 enfants et que et tout se passait bien. Que maintenant il y a plus de la moitié des nouveaux recrutés chercheurs qui sont des femmes et que c'est même si forcément, il y a quand même une certaine égalité qui a été gagnée ces dernières années. Je pense que c'est quand même plus difficile, même actuellement, pour un homme de quitter son travail en France pour aller 3 ans au Niger que pour une femme. Donc c'est pas facile. Donc moi j'ai eu, je pense, la chance que le compagnon avec qui après j'ai fait ma vie était lui-même adepte de la mobilité et avait
un travail qui lui permettait cette mobilité surtout. Et donc, il m'a suivi, mais donc, maintenant, on va dire, je suis beaucoup moins... Enfin, j'ai beaucoup calmé mes voyages parce qu'il m'a suivi pendant longtemps et que donc maintenant, on essaye de rester un peu plus stable, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque ? Oui, énormément. Et ça me manque d'autant plus. Donc là, c'est un peu changement de sujet, mais c'est un sujet sur lequel qui me tient à cœur énormément aussi. Donc moi, j'ai toujours adoré voyager et l'un des grands drivers de toute ma carrière, ça a été le voyage, les rencontres, les nouvelles cultures. Et sauf que, on va dire, à peu près en 2018, j'ai commencé à lire les rapports du GIEC et à vraiment me pencher sur les données scientifiques, sur le changement climatique. Et là, je me suis pris en pleine pogne la difficulté à concilier la schizophrénie entre le fait de prendre l'avion en permanence pour aller donc faire des projets de recherche et de développement dans les pays du Sud, et le fait que mes activités donc de recherche contribuaient à aggraver le changement climatique. Donc du coup, depuis lors, j'ai énormément réduit mes déplacements, ce qui est assez difficile à concilier quand on veut faire carrière, parce que si on ne va pas aux conférences, si on ne va pas sur le terrain, c'est compliqué. Mais donc ça a été un peu un sacrifice aussi de réduire, ce qui faisait un peu l'intérêt, on va dire, dans la recherche en France publique. On n'est pas très bien payé, donc ce n'est pas le salaire qui nous motive, c'est vraiment le terrain, les rencontres, le travail avec les partenaires. Et donc j'ai essayé de réduire mes déplacements aussi dans un but de limiter mon empreinte carbone. Mais ça me manque beaucoup. Même pour les déplacements un peu ponctuels, justement, ce que tu disais, conférences, peut-être les congrès, FAO, tu n'y vas pas du coup. Oui, où je refuse des missions d'expertise si je considère qu'il y a des collègues, par exemple, si on me propose quelque chose au Cameroun ou en Mauritanie, ce qu'on m'a proposé récemment. J'ai formé des gens dans des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il y a des experts vétérinaires sénégalais, maliens qui sont très qualifiés. Je préfère que ce soit eux qui fassent le déplacement pour aller en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, alors que moi je viens de plus loin. Tu as travaillé sur les Lyssavirus, donc qui sont de la même famille que la rage, sur la fièvre afteuse, le virus de West Nile, l'influenza aviaire, la maladie de Newcastle. Ouais. La peste porcine africaine, la cysticercose, l'usage des antibiotiques, j'en oublie sans doute, j'imagine. Ouais. Au-delà de la diversité de lieux, tu as donc aussi eu une très grande variété de sujets de recherche. Ouais. En fin de compte, tout visait, selon ta biographie sur le site du CIRAD, à améliorer la santé des populations humaines et animales dans les pays du Sud, en intégrant des approches multi-échelles et multidisciplinaires. Donc juste pour le rappeler à nos auditeurs, le concept One Health, ça tient compte des liens complexes qui existent entre la santé des organismes vivants et celle des écosystèmes, dans une approche globale. C'est pas une idée nouvelle, mais c'est une approche qui se généralise et qui prend de plus en plus de place dans le monde de la santé. Quand on voit ton travail et tes recherches, on a quand même le sentiment que tu n'as pas attendu que ce concept se développe et réémerge pour faire du One Health. Donc j'aimerais savoir comment toi tu as perçu la montée de cette approche dans les 10 dernières années à peu près, et ce que ça t'a apporté en tant que chercheuse. Alors oui, après, il faut voir que ce concept, en fait, il a été estampillé One Health donc en 2004 par la Wildlife Conservation Society, mais il y avait évidemment des travaux qui ont existé depuis plus longtemps. Et notamment, il faut rendre à César ce qui lui revient. Comme j'ai fait mes études à Davis, Calvin Schwabe était basé à Davis, et c'est l'un des premiers qui a vraiment parlé de pathologie comparée humaine et animale. Donc j'ai un peu baigné dedans déjà quand j'étais à Davis. Après, la montée, ça a été surtout en lien avec les grandes épidémies, donc le H5N1, puis le SARS, puis Ebola, etc. Donc, c'est bien, on est content de voir que ces passerelles se font, mais donc là, on va dire, il y a une bonne quinzaine d'années que vraiment c'est, on va dire, endorsé par les grandes organisations internationales, OMSA, FAO, etc. Mais force est de constater que concrètement sur le terrain, si progrès il y a encore beaucoup de silos qui existent, beaucoup de difficultés et beaucoup de One Health washing, comme il y a du greenwashing. Ouais. Donc c'est un concept qui n'est pas totalement stabilisé. Et d'ailleurs, des fois, ça peut être assez pour des gens qui, comme dans mon unité de recherche, sont très axés sur pour qui le One Health, c'est quand même beaucoup santé humaine, vétérinaire et la santé environnementale, mais
plutôt dans le cadre des animaux sauvages, on va dire. Là, par exemple, j'ai vu récemment un congrès où c'était une grosse estampille One Health, mais là, c'était, par exemple, sur la santé humaine en lien avec la santé des sols, les contaminations par les pesticides, etc. Donc, avec aucun aspect animal. Donc, c'est marrant de voir que cette estampille One Health peut vouloir dire des choses très différentes en fonction des disciplines et on va dire des réseaux de travail. D'accord. Donc, quand tu parles de silo, juste pour être clair auprès des auditeurs, c'est dans le sens où, en fait, il y a encore des parties de la science et de la santé qui sont très cloisonnées sur le terrain. Et pour toi, il y a encore vraiment du chemin à faire dans le domaine du One Health. Ouais. Il y a des prix. Quand on voit que... Alors, c'est pas parce qu'il est du CIRAD, mais que Thierry Lefrançois, donc un vétérinaire, a été inclus dans le comité scientifique pour la gestion de la Covid, le conseil scientifique. Ça montre que quand même les choses avancent, mais c'est un vétérinaire sur plus d'une quinzaine de personnes. Et certains pourraient argumenter que c'était vraiment à la fin de... Exactement. Ça n'a pas été le cas tout de suite. Donc il y a encore... ça progresse, mais lentement, et je ne pense pas que les choses soient aussi roses que ce qu'elles sont parfois, que la façon dont elles sont, on va dire, affichées. D'accord. Et le fait que ce concept il soit de plus en plus utilisé, et même en allant jusqu'à ce que tu appelles le One Health washing, est-ce que ça a quand même permis d'améliorer la visibilité de tes travaux, la valorisation de ton travail, ou tu n'as pas ressenti de différence à ce niveau-là, toi ? Si, je pense, mes travaux, peut-être pas forcément, mais en tout cas les travaux qui ont pu être faits, très montpelliano-centrés, mais par des gens du CNRS, du CIRAD, de l'IRD, oui, je pense que ça donne une visibilité qui est quand même accrue, et il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de financement du coup à la clé, parce que ce sont des grandes épidémies, parce que ça fait peur, et du coup les équipes de recherche qui travaillent dessus ont plus de moyens pour fonctionner, du coup publient plus. C'est aussi un espèce de cercle vertueux, en tout cas quand on est dans des sujets qui sont, on va dire, un petit peu à la mode. En parlant du One Health, je t'ai eu en cours, moi, dans le cadre du Master One Health à l'école des services vétérinaires à Lyon. Tu interviens aussi dans le cadre du Master GISMAT dont tu parlais, qui peut se faire à Toulouse en 6e année. Pendant ces cours-là, tu nous as parlé un peu de ton vécu personnel. Et alors moi, dans mes souvenirs, c'était durant la période du Covid et du premier confinement que tu avais pris conscience de choses, en plus du coup du rapport du GIEC en 2018. Est-ce que je me trompe dans ma mémoire ou... Non, pour moi, c'est vraiment 2018. Il y a la démission de Nicolas Hulot en septembre et l'apparition d'un rapport, il y a eu plusieurs rapports auparavant, mais d'un rapport que j'ai pris le temps de lire, le résumé pour les décideurs, pas les 1000 pages. Ouais. Et c'est vraiment là que, on va dire, ça a commencé. J'avais lu le livre de Philippe Squarzoni, la bande dessinée de Philippe Squarzoni, qui est le frère en fait d'une consoeur vétérinaire, qui était paru, je pense, en 2012. Et ça avait commencé à m'interpeller. Ça s'appelle Saison brune. C'était sur ce sujet. D'accord. Donc ça m'avait commencé à m'interpeller, mais je veux dire, le voyage était tellement engrainé dans mon fonctionnement, prendre l'avion 6, 7, 10 fois par an en fonction des missions, que peut-être j'ai fait un blocage, j'ai pas voulu le voir, mais à partir de là, oui, j'ai commencé à calculer mon bilan carbone et à voir ce que ça représentait, et ce que ça représentait par rapport, on va dire, au budget carbone, et combien on est censé, à terme, pouvoir dépenser Donc, en gros, en un voyage, un voyage professionnel, je cramais mon budget annuel pour tout ce qui était chauffage, manger, me déplacer. Donc voilà, c'est un sujet qui est pas facile, qui commence à être porté par les instituts de recherche. Il y a déjà des gens qui sont très avancés. En France, on a la chance d'avoir l'initiative Labo 1.5 qui essaye vraiment d'embarquer le monde de la recherche. Mais c'est pas facile, surtout dans un contexte comme le CIRAD, où nos terrains de recherche sont au sud. Et donc, ça remet vraiment en question le cœur de notre activité. Quand on parle, c'est surtout fonctionnel avec ces histoires de trajets, de voyages, d'empreintes carbone. J'ai quand même l'impression aussi que, à t'entendre, ça a un peu entraîné un changement total dans ta manière même d'aborder la science et l'enseignement. Enfin, tu m'as dit même au téléphone hier que il y avait un peu un avant et un après, et qu'on ne pouvait pas enseigner de la même manière qu'on enseignait il y a 20-25 ans. Est-ce qu'il y a aussi un lien avec le fait que tu te sois réorienté, que tu aies fait ce master de sociologie en plus? Quand tu as présenté la socio, c'était un peu comme si il y avait besoin d'un sociologue au CIRAD, d'une sociologue au CIRAD, j'y suis allé. Mais est-ce qu'il y a un lien en fait entre le choix de partir vers les sciences humaines et cette prise de conscience? Oui, aussi, parce que forcément, donc moi j'ai fait un master de sociologie des transitions. Donc les transitions, ça s'applique à tout un panel
de situations du quotidien. Donc, il y a forcément, comme le CIRAD, c'est un institut de recherche en agriculture, il y a les transitions agroécologiques. Mais aussi, ça m'interpellait sur comment est-ce qu'on transitionne vers une société qui ait un impact carbone moindre. Donc, c'était un petit peu l'avantage de ce cursus-là que j'ai choisi, c'est que ça répondait à des questions de recherche que j'avais en santé, mais aussi à des questions, on va dire, plus larges sur l'intégration santé, agriculture, environnement qu'on peut avoir au CIRAD au travers de différents, on va dire... c'est un peu de la cuisine interne, mais on a des grandes thématiques de travail. Et donc, il y en a une qui est sur ce sujet-là. Et donc, la transition agroécologique et comprendre comment faire changer les gens, comment les faire, on va dire, mieux accepter les mesures sanitaires, comment mieux les impliquer dans les décisions qui concernent la santé animale, mais aussi comment arriver à faire changer les sociétés pour évoluer vers donc un impact environnemental qui soit moindre. En restant là-dessus, à la fin de ta biographie sur le site du CIRAD, tu finis par la phrase « J'appelle à une mobilisation plus forte au sein de l'enseignement supérieur et la recherche et dans toute la société civile pour pallier à des politiques climatiques largement insuffisantes. » L'un des rôles de la recherche, c'est de conseiller et d'orienter les décisions politiques. Et toi, tu utilises quand même le terme fort qui est pallier à des politiques insuffisantes. Donc, tu te places un peu en rupture de ce système finalement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par ça ? Je pense que en tout cas le consensus scientifique, il est établi sur on va dire l'origine anthropique du changement climatique. On va dire il est établi à 99,9%. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde la presse, on a l'impression, il y a certains titres qui laissent sous-entendre que ce consensus est bien moindre, alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a eu quand même énormément de progrès qui ont été faits en matière de modélisation. Je veux dire, maintenant, on est quand même très clair sur qu'est-ce qui a causé le changement climatique et qu'est-ce qui reste à faire. Et pourtant, les politiques, en tout cas telles qu'elles sont faites en France et en Europe, sont loin de prendre la mesure des changements qui sont nécessaires. Et c'est pas moi qui suis, certes scientifique, mais qui suis absolument pas, je suis pas qualifiée en modélisation climatique, mais il y a des organes comme le Conseil d'État, comme le Haut Conseil au changement climatique, qui disent que la France ne tient pas ses engagements pour l'accord de Paris 2015, pour que ce soit l'échéance à 2030 ou à 2050. Donc il y a quand même un consensus aussi scientifique sur le fait que les politiques telles qu'elles sont faites actuellement, certes, ça progresse, mais ce n'est pas à la mesure de ce qu'il faudrait faire. Donc c'est comment est-ce qu'on peut accélérer, faire pression, faire changer soit au quotidien, on va dire à titre individuel, mais aussi essayer de faire des changements au niveau collectif. Donc on va dire, moi, mon engagement collectif, ça passe par on va dire, essayer d'agir autour de moi sur mes proches, ma famille, mes amis, quitte à passer pour un peu le Khmer vert de service. Et après, au niveau institutionnel, d'essayer de faire bouger les choses au niveau de notre unité, de mon établissement. Le problème étant, comme je pense pour beaucoup de gens, d'avoir le temps de pouvoir se consacrer à tout ce travail qui, en fait, n'est pas dans ma fiche de poste. Donc, c'est des choses que je fais en plus, ou alors c'est à la marge dans ma fiche de poste. Donc c'est toujours compliqué de trouver du temps pour faire tout ce qu'on a envie. Donc concrètement, une fois que ce contexte-là est posé, comment pour toi cette mobilisation plus forte au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle doit se manifester ? Quelle forme ça doit prendre et comment rendre cette mobilisation plus visible ? Après, j'ai un très mauvais aperçu de comment le cursus vétérinaire a évolué. Donc, j'avoue que je ne sais pas du tout quels enseignements sont maintenant à l'ordre du jour. Mais en tout cas, il y a une certaine volonté et une ambition d'intégrer les aspects du changement climatique dans tous les cursus, quels qu'ils soient. Je veux dire qu'on fasse de la finance ou des lettres, que ces choses-là soient enseignées dans les universités, dans les grandes écoles. Donc c'est une première chose, sensibiliser les gens, les informer. Donc ça, c'est poussé vers ça. Donc concrètement, je pense qu'il y a il commence à y avoir des travaux sur en quoi les phénomènes de grande chaleur peuvent avoir des effets sur les animaux, que ce soit sur la santé, sur la reproduction, sur les ressources fourragères. On l'a vu très clairement l'été dernier, où il y a des gens qui sont obligés de vendre leurs animaux parce qu'ils ne peuvent pas acheter de quoi les nourrir. Donc
voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ces choses-là sont abordées dans le cursus, mais pour moi, il faudrait que ça le soit. Après, il y a je pense une réflexion à avoir sur quelles sont les questions de recherche qui sont vraiment les plus importantes, parce qu'on a un temps limité, parce qu'on a des financements limités. Donc, essayer de choisir des sujets, des questions de recherche qui soient les plus importantes par rapport on va dire aux grandes menaces et aux grands enjeux de recherche. Donc, essayer de shifter peut-être un peu les thématiques de recherche vers des choses qui sont importantes. Et après, il y a la façon dont on fait de la recherche, et c'est ça qui est assez difficile à faire accepter. Je vois dans les dialogues que je peux avoir avec des collègues au CIRAD, ou quand on dit, oui, il faudrait, par exemple, limiter les conférences, ne pas aller à une conférence tous les ans, surtout si c'est à l'autre bout de la planète, mais voilà, espacé, et où on m'oppose des arguments comme quoi, mais ce qui est vrai, c'est que une grande partie des collaborations se fait par des rencontres qu'on fait dans des conférences, se fait par la découverte de travaux d'autres équipes. Donc c'est un aspect, on va dire, qui a toujours été celui de comment on fait la science. Mais pour moi, on peut plus faire de la science maintenant comme on le faisait autrefois. Le modèle dans lequel on a grandi et été éduqué est un modèle qui, que ce soit en termes d'énergie ou d'empreinte environnementale, n'est pas soutenable, n'est pas compatible avec les limites planétaires. Donc on ne peut plus faire comme on faisait avant. Donc il faut inventer de nouveaux moyens de collaborer, de faire le terrain, aller peut-être vers plus de sciences participatives. Ça, c'est des choses aussi qui fonctionnent. Ça se fait en épidémiologie, ça se fait je vois au CIRAD, il y a des choses comme l'application PlanteNet qui ont été faites. Enfin, il y a vraiment des moyens de faire participer aussi les citoyens à la production de connaissances. Donc voilà, essayer de pousser vers des choses comme ça. J'aimerais revenir sur le shift dont tu parles, qui serait peut-être du coup le fait de se réorienter finalement vers du coup des domaines qui sont plus importants pour les enjeux climatiques à venir. Est-ce que ce shift-là, il n'entraînerait pas aussi une difficulté supplémentaire à se financer ou une perte d'attractivité pour un certain nombre de financements qu'on obtient parce qu'on travaille sur des sujets qui ne sont pas forcément les plus importants pour l'urgence climatique? Ouais, c'est possible, mais voilà, après, c'est je veux dire, l'un des grands avantages qu'on a, en tout cas dans l'institut pour lequel je travaille, c'est qu'on a une certaine liberté quand même tout en restant dans, on va dire, un grand axe stratégique qui est défini pour l'unité, mais on peut quand même assez librement choisir les projets sur lesquels on veut travailler, les personnes avec qui on veut collaborer. Donc ça peut impliquer des sacrifices, mais après, il y a quand même des possibilités de le faire. Mais après, ça ne veut pas dire que tout doit être en lien avec le changement climatique, absolument pas. Mais voilà, il faut essayer quand même d'y penser, au moins dans la façon de faire la recherche. C'est pas, je veux dire, si on a été un spécialiste de l'autophagie, on va pas d'un coup devenir un spécialiste de la modélisation du climat, mais c'est voilà, voir ce qu'on peut faire avec ses moyens et ses envies. Oui, bien sûr. Et à l'échelle des étudiants ou des futurs jeunes praticiens ou ISPV ou chercheurs, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu as des démarches à suivre, ou pour toi, est-ce qu'il y a aussi des logiques qui peuvent s'appliquer aux personnes qui nous écoutent, qui vont faire de la pratique dans leur cabinet, qui vont faire de la santé publique ou toute autre chose? Après, c'est difficile de donner des conseils parce que c'est vraiment des questions très, très personnelles. Et comme je l'ai dit, les choix de carrière, en fait, il peut y arriver qu'il y ait des personnes qui aient des plans de carrière très définis, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Mais on évolue aussi beaucoup en fonction des rencontres, des opportunités. Donc, c'est de rester ouvert. Après, si j'avais un conseil à donner, ça serait vraiment de s'écouter et de faire ce dont on a envie. Je pense qu'on a la chance, avec les diplômes qu'on a, d'avoir toute une palette d'options qui sont possibles. C'est un diplôme qui est quand même très intéressant par rapport à ça. Et si on est passionné par la médecine, il faut y aller, il faut qu'on puisse, quand on se lève le matin, avoir envie, avoir la niaque et pas faire un travail alimentaire ou juste parce que c'est pratique ou parce que ça rapporte de l'argent.
Moi, je suis quelqu'un d'assez passionné par ce que je fais, donc j'ai un peu de mal à m'imaginer faire un travail qui me plairait pas. Donc chacun doit un peu s'écouter et faire en sorte, et en tout cas, essayer, même s'il y a un truc qui vous paraît un peu fou, il faut y aller, parce que je pense qu'il y a plus de regrets. Plus tard, je commence à avoir un certain âge et un peu un recul sur ce que c'est la vie, les expériences de la vie. Je pense qu'il vaut mieux essayer un truc et se planter plutôt que à 70 ans se dire « mais j'ai pas essayé » et le regretter. Donc oui, ça peut vouloir dire partir sur des plans de carrière qui sont un peu inhabituels ou alternatifs, mais aller vers ce dont on a envie. Tu parlais du fait que tu étais un peu un Khmer vert parfois avec certains de tes collègues ou avec ta famille. Est-ce que tu as l'impression de trouver des oreilles attentives quand même auprès de tes collègues dans ton environnement de travail, ou est-ce que c'est pas si facile que ça? Et notamment parce que j'imagine que dans ton environnement de travail, c'est quelque chose qui favorise un peu justement ton état d'esprit et tes initiatives aussi, donc ça veut dire que tu es peut-être dans le bon milieu, mais est-ce que parfois tu te heurtes à des murs? Est-ce qu'il y a du travail à faire aussi sur l'attention que les gens te portent et portent plus qu'à toi, mais je veux dire à ces thématiques-là de manière générale? Oui. Après, je dois reconnaître, et ça c'est un point de vue peut-être un peu influencé par ma sociologie, que on va dire les gens que je fréquente, donc ce qui est mon environnement immédiat, est quand même constitué en très grande majorité de gens qui sont, on va dire, de classe moyenne supérieure, de gens éduqués, de gens qui ont des facilités dans la vie qui ne correspondent pas aux facilités de, on va dire, la majorité de la population française. Et j'ai toujours été, dans le cadre de mon travail, on intervient parfois au salon de l'agriculture, parce qu'en fonction, donc le CIRAD fait un stand chaque année pour présenter certains travaux. Donc ça va être une année, par exemple, sur, la canne à sucre, une autre année sur le cacao, une année sur la santé animale. Et donc là, on interagit avec le grand public. Et j'ai toujours été, très interloquée, en fait, par à quel point mon milieu social, en fait, est totalement réduit et ne correspond qu'à une toute petite partie de la population, et qu'il y a vraiment des gens pour qui les réalités sont totalement différentes et que les compréhensions sont totalement différentes. Et alors notamment avec la Covid, ça a été un très bon aussi une très bonne leçon de voir. J'ai beaucoup discuté avec des vaccinosceptiques, avec des complotistes quand j'ai eu des occasions de parler avec on va dire un public un peu plus large. Et du coup, c'est pas facile, c'est difficile de convaincre les gens. Donc, je pense que mais le dialogue est très important. Donc, je veux dire, quelqu'un qui pense que oui, le vaccin Covid, c'est très louche, que ça a été développé en si peu de temps et qu'il ne veut pas en entendre parler. Il faut savoir discuter avec ces gens-là et écouter leurs arguments et leur donner nos arguments. Et donc, on ne va pas les convaincre, comme on ne va pas les convaincre que l'idée du petit week-end à Prague ou aux îles Canaries, c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen d'organiser ses vacances. Je pense que c'est un travail de longue haleine, et des fois on passe par des moments où où on peut être ça peut être très déprimant, on a l'impression de ramer et que rien n'avance. Donc il y a des moments qui sont durs, et où justement des fois on se met un peu en retrait. On peut pas être toujours dans le combat et dans essayer de convaincre, parce que on n'y arrive pas, et que c'est difficile. Mais faut continuer, et même si c'est que à notre petite échelle, on fait avancer, j'espère, le schmilblick, mais bon, c'est pas un combat gagné d'avance, c'est un combat de longue haleine. Ouais. Et je pense que ça, c'est très intéressant de le savoir en tant que vétérinaire, notamment, c'est qu'on a des cadres sociaux qui sont très favorisés quand même. On a la chance d'avoir fait des longues études, d'avoir un niveau de vie qui est franchement correct et stable. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Et en même temps, du coup, est-ce qu'on a envie de demander des efforts, ou est-ce que c'est pertinent de demander des efforts à des gens qui n'ont pas forcément cette même aisance et qui ont des difficultés déjà pour joindre un peu les deux bouts? Parfois, même sans parler de gens qui sont en paupérisation extrême, je pense qu'il y a énormément de familles, par exemple, qui économisent et qui se saignent toute l'année pour se payer une semaine de voyage quelque part, s'ils ont la possibilité de le faire. Est-ce que c'est pertinent aussi d'aller chercher des efforts de leur part ou pas, quoi?
Non, je pense il y a des efforts, mais les efforts, ils doivent être faits, on va dire, à la mesure des possibilités. Et moi, je suis une grande partisane de tout ce qui est taxation, on va dire, des plus fortunés pour financer des mesures de justice sociale. On a bien vu avec les Gilets jaunes qu'il y a il y a des idées qui, à la base, sont plutôt, on pourrait dire, dans certains aspects positifs, hein, vouloir augmenter les taxes sur les carburants pour financer la transition climatique. Ok, c'est plutôt une bonne idée, mais après, il y a vraiment des histoires de justice sociale, et tout ça, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Donc, oui, il faut que tout le monde fasse des efforts, mais je pense que, par exemple, là, il y a eu très récemment un événement au Salon du Jet à Genève, pour moi, ça me paraît hallucinant en 2023 que les ventes de jets aient doublé par rapport à il y a 5 ans. Donc qu'il y a des gens qui voyagent en jet avec des bilans carbone cataclysmiques qui sont 50, 60 fois ceux d'un Français moyen, qui est déjà un Français moyen étant facilement 10 fois plus émetteur qu'une personne, par exemple, au sud. Donc que ça soit OK, et il n'y ait aucune mesure là-dessus, mais que, par exemple, des gens qui sont tributaires de la voiture et qui ne pourront pas s'en sortir avec une essence à 2 euros le litre. Donc, il y a des processus de rééquilibrage qui doivent être faits, et ça, c'est vraiment, pour moi, le rôle de l'État, de faire des politiques qui prennent en compte les difficultés d'une grande part de la population. Mais on en est encore loin. C'est le début de la transition. Ouais. On espère. Quelle est la suite pour toi ? Sur quoi tu travailles en ce moment ? Est-ce qu'il y a des dates que tu attends là particulièrement dans l'année à venir ou... Non, c'est toujours un peu des cycles. Donc dans mon institut de recherche, on fonctionne beaucoup par projet. Donc c'est des projets avec des financements français ou européens ou de fondations ou américains. Donc c'est toujours un éternel recommencement de projets qui se terminent, et on remonte des projets. Enfin, on fait des demandes de financement, certaines sont acceptées, certaines ne sont pas. Et donc c'est et c'est un peu, tu l'as dit, moi j'ai travaillé sur des sujets très 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 différents. Et donc je sais pas, je peux pas te dire dans 5 ans sur quoi je travaillerai. Il peut très bien y avoir une nouvelle pandémie, un nouveau germe X qui sera sorti d'ici là. Je pense que le Covid a pour ça remis un petit peu les pendules à l'heure sur l'humilité qu'on doit avoir par rapport au monde du vivant, et qu'est-ce qui peut survenir. Donc je sais pas, je suis très contente sur les projets que j'ai en cours. On essaie d'en monter d'autres, on essaie d'avoir des initiatives sur plein de choses. Je suis toujours intéressée par l'enseignement. Pour moi, l'une des choses les plus impactantes, je pense, que j'ai pu faire au cours de ma carrière, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir réussi à empêcher des épidémies ou avoir vraiment... on a pu améliorer des systèmes de surveillance, mais sur ces aspects-là, j'ai pas l'impression d'avoir un impact très, très fort. Par contre, l'enseignement, c'est vraiment, surtout dans les pays du Sud, faire monter les gens en compétences et leur offrir des possibilités de travailler sur des projets de recherche au travers de collaborations. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est valable et qui a fait du bien. Voilà, donc je sais pas. Moi, c'est une très bonne réponse. Tu dis que le Covid a un peu remis les pendules à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est vrai ? Est-ce que tu as l'impression qu'on est plus paré qu'on l'était avant le Covid à faire face à de futurs dangers sanitaires ? Parce qu'il y a des personnes comme William Dab, par exemple, qui disent un peu qu'il est l'heure maintenant de justement se mettre à la vraie prévention et qu'il est temps de vraiment réfléchir à la prévention et que pour l'instant, on n'y est pas forcément. C'est quoi ta position là-dessus ? Bon, je pense qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits. Je pense que il y avait des choses qui avaient été mises en place suite au H1N1 en 2009, mais qui sont des structures, des instituts qui étaient censés gérer les pandémies. Il y avait eu tous ces stocks de masques, etc. Bon, c'est un peu retombé à l'eau. Donc là, je pense que il y a quand même une prise de conscience et à l'avenir, je pense une meilleure gestion qui sera faite. Je pense que la relocalisation de tout,
en tout cas les essais de relocalisation d'une partie de la production de choses comme les médicaments, la fabrication de masques, d'autres... on va dire un fonctionnement qui est moins à flux tendu et qui repose sur des chaînes de production qui sont à l'autre bout de la planète. Donc ça, je pense que ça va s'améliorer. Après, on a quand même un énorme effort à faire en matière d'accès pour les populations du Sud. Je veux dire, on l'a vu avec le sida, il a vraiment fallu que ce soit les patients et les pays du Sud qui se battent pour pouvoir produire des génériques, des antirétroviraux. Et pour les vaccins, on a repêché de la même façon. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais si on prend la part des vaccins produits qui a été utilisée au pays du Sud, c'est peanuts. Donc là, il y a d'énormes progrès à faire. Je pense que il y a une plus grande conscience que oui, on n'est pas... il y a un débat sur qui l'avait dit, mais qu'en gros, à la fin des années 70, un infectiologue américain avait dit « nous sommes sortis de la période des maladies infectieuses ». Je pense que là, on en est revenu et qu'on se rend compte que ça reste une menace très... qui peut vraiment se concrétiser n'importe quand. Par contre, en termes, de justice, encore une fois, entre le Sud et le Nord, pour moi, il y a encore énormément de progrès à faire. Ça progresse, hein. Je vois quand il y a les mécanismes qui ont été faits de financement à l'échelle européenne pour les plans de relance. On a été moins bon sur les vaccins, il y a quand même eu beaucoup de pays qui se sont affrontés pour y avoir accès, mais il y a eu quand même des progrès qui ont été faits en matière de fédéralisation ou de collectivisation des fournitures. Maintenant, il faut l'étendre aux pays qui, malheureusement, n'en ont pas les moyens. Donc pour toi, c'est un peu remettre la santé au centre et la faire passer avant les enjeux commerciaux, les enjeux politiques. Tout à fait. Pour moi, l'accès à la santé, à l'éducation et à la nourriture, ça devrait être des services publics de base qui devraient primer sur tous les aspects, on va dire, de prédateurs financiers. Mais la santé de base, pour moi, c'est vraiment... je trouve que, en tout cas dans les pays du Sud, ce fonctionnement qui existe beaucoup dans la recherche par silo, c'est-à-dire qu'on travaille sur une maladie avec des spécialistes d'une maladie. Pour moi, il faut vraiment développer l'accès aux infrastructures. Donc, c'est vraiment la santé de base. Et une fois qu'on a les infrastructures, les personnels formés, là, on peut couvrir toute une série de maladies. J'ai un peu de mal à cautionner ce système qui vraiment finance beaucoup les progrès maladie par maladie. Je pense qu'en termes là aussi, il faudra avoir un peu plus de transversalité. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé là pendant ce podcast et que tu as envie d'aborder ? Je pourrais parler de l'école, parce que là, ça fait quelques années que je n'étais pas revenue. Et c'est toujours la même émotion de revenir ici. Et j'étais très contente de voir on a discuté avant l'entretien qu'il y avait maintenant une salle qui était nommée après Lucien Pechelier. Et voilà, et je serais assez curieuse si on a un peu le temps de discuter avec toi pour voir comment la vie évolue à l'UNVT. Je croise des étudiants de l'UNVT qui font des masters après, mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion de discuter, même si j'ai des très bons collègues qui sont chercheurs ici sur comment va la vie de l'école. Donc je serais curieuse de voir comment ça évolue et quelles sont les envies des jeunes générations vétérinaires maintenant. Avec plaisir. Merci beaucoup Sophie, en tout cas d'avoir bien voulu participer à ce podcast. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Je pense, ou en tout cas j'espère que vous aurez trouvé cet épisode instructif. On se retrouve très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, c'est là qu'on communique le plus. Mais également de laisser un j'aime et de partager notre contenu. À très bientôt. Merci, au revoir.